Je vais dire une phrase. Ce n'est donc pas un hasard si nous sommes réunis ici ce soir, heureux d'accueillir M. le Premier ministre de la France ainsi que les membres de son gouvernement. Mais avant que nous commencions, je voudrais lancer un cri d'alarme et ce qui repose sur un enseignement de l'histoire. Le 19 juillet dernier, à la suite d'une grande manifestation pro-palestinienne, outre les slogans résolument antisémites, des incidents très graves se sont déroulés devant la synagogue de la rue Marocaine, très à l'écart de la place de la Bastille. Les 300 fidèles réunis à la Marocaine ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir sortir. J'ai adressé un message à Serge Genaïm, son président et mon ami, qui me rappelait qu'un tel incident s'était produit qu'une seule fois dans l'histoire du judaïsme parisien. Je le disais tout à l'heure, c'est à la fin de l'office de recherche à 1943, le nouvel jour que nous célébrons en septembre. À l'époque, les dirigeants de l'Europe étaient informés que la Gestapo et la ministre bloqueraient la sortie de la rue de la Victoire afin d'arrêter les fidèles en situation irrégulière. Alors, décision fut prise de ne laisser sortir personne et d'attendre de longues heures. Personne ne fut arrêté sur plus que jour, mais à partir de là, les offices cessèrent jusqu'à la libération. Nous ne voulons pas revivre cette situation et nous ferons tout à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, pour éradiquer la source de ce nouveau mal. Shana Tova à tous, à Guituro. Monsieur Joël Bienvenu, président des consistoires. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Monsieur le ministre israélien de l'Éducation nationale, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, Madame la maire de Paris, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, Madame et Monsieur le procureur de la République, Messieurs les grands rabbins et rabbins, Monsieur le Président de la Fondation de la mémoire de la Shoah, Monsieur le Président du Fonds social unifié, Monsieur le Vice-président du CRIF, Monsieur le Président de l'Alliance israélienne universelle, Monsieur le Président de l'UGF, Mesdames et Messieurs les présidents de l'institution, Mesdames et Messieurs, chers collègues administratrices et administrateurs de consistoire, Mesdames et Messieurs les présidents et administrateurs des différentes communautés juives de France, Mesdames et Messieurs, chers amis, l'an dernier, ministre de l'Intérieur, vous présentiez vos vœux à la communauté juive sur le site du futur Centre européen du judaïsme. Ce centre, nous l'avons conçu comme le symbole d'une identité européenne assumant sa part de judéité. Il porte les espoirs, la confiance et la volonté de la communauté juive française pour continuer de se projeter en France et dans l'avenir de l'Europe. Un an a passé et nous vous accueillons cette année comme chef du gouvernement, ici, dans notre grande synagogue, à l'endroit même où nous célébrons nos grandes cérémonies, les offices du Nouvel An et nos grands pardons, là où nous faisons tous les Shabbats, comme dans toutes les synagogues de France, la prière pour la République française. Si nous vous accueillons aujourd'hui dans ce haut lieu du judaïsme français, c'est pour rendre hommage aux synagogues françaises qui furent cet été la cible d'émeutiers violents qui ont porté la haine des Juifs et de la France en étendard de la barbarie et de la terreur. Par votre présence, par votre engagement à nos côtés, Monsieur le Premier ministre, la France réaffirme qu'elle ne laissera pas le judaïsme devenir la proie des nouveaux barbares. Un territoire perdu de la République, une zone de non-droit où les antisémites de tous bords
pourrait venir impunément assiéger les synagogues, brûler des commerces cachers ou appeler au meurtre des Juifs. Devant vous ce soir, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs les ministres, se tiennent celles et ceux qui font vivre le judaïsme français, des responsables communautaires, des présidents d'institutions de communautés, des rabbins, des directeurs d'écoles, de centres culturels, tous porteurs de nos espoirs, tous porteurs de nos projets, mais aussi de nos inquiétudes, celles qu'il est de mon devoir de vérité de relayer ce soir. Tous ont été, ou seront peut-être, confrontés à des degrés divers à ce qu'il est plus possible de nommer une simple dérive, un accident isolé, un accès de fièvre ponctuel, l'acte d'un coup sanitaire, mais bel et bien la réalité d'une malveillance ordinaire, la banalité de l'acte antisémite dans toute sa quotidienneté avec laquelle il est impossible de composer et contre laquelle nous devons de lutter. Et nous vous remercions de lutter avec autant de fermeté, parce que la haine des Juifs est toujours la partie émergée de la terreur politique et de la ruine sociale. Notre objectif n'est pas de monopoliser l'attention de la société sur les Français juifs qui n'ont pas vocation à croître davantage, ni à conquérir d'autres mondes que ceux de la connaissance et de la paix. Les Juifs ne demandent qu'une chose, pouvoir vivre sereinement et pleinement comme Français et comme Juifs, sans qu'il soit besoin de toujours se justifier, de manger cachère, de défendre la circoncision, de choisir entre sa foi et ses examens universitaires, sans crainte de marcher dans la rue avec une kippa sur la tête ou de porter un nom juif au travail ou dans une école publique, sans qu'il soit besoin de sécuriser nos écoles et nos synagogues comme des forteresses. Mais nous sommes loin de cet idéal. Les chiffres records de l'antisémitisme le prouvent, qui d'épisodes anti-juifs en poussée de violence anti-israélienne augmente d'année en année et démontre que la crise aiguë d'antisémitisme est finalement devenue une maladie dangereusement chronique. Pourtant, dois-je encore le rappeler, la France, nous l'avons servi depuis des siècles et nous sommes présents en Europe depuis 2000 ans. Cette année où l'Europe célèbre le centenaire de la Grande Guerre, les Juifs de tous les pays européens savent qu'ils n'ont pas démérité leur patrie respective et qu'ils ont toujours d'abord accompli leur devoir, qu'ils savaient corollaire de leur droit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors même que les Juifs étaient pourchassés, dénoncés, déportés, assassinés par millions en Europe, par dizaines de milliers en France qui les abandonnaient, ils ont été des milliers à s'enrôler dans les rangs de la résistance, parce qu'ils faisaient confiance encore à la France. Parmi eux, Georges Moinjou, avec nous ce soir. Raymond Braque, né Samuel Aubrac, Pierre Dac, la légendaire roi de Radolon, né Pierre Isaac, ou encore l'héroïque René Lévy, petite fille du grand rabbin de France, Alfred Lévy, qui avant d'être décapité à la hache par les nazis, a déclaré « Je suis une Française, j'ai bien fait de servir mon pays, je regrette seulement de n'avoir pas pu faire davantage ». Après la guerre, en dépit des horreurs, en dépit de la collaboration et de la trahison, les Juifs n'ont pas quitté la France. De tous les pays d'Europe, c'est en France, et en France seulement, que les Juifs ont choisi de revenir s'installer massivement parce qu'ils avaient confiance. Confiance dans le berceau des droits de l'homme, qui avait pour la première fois émancipé les Juifs. Confiance dans la patrie, qui avait reconnu l'innocence du capitaine Dreyfus.
confiance dans une laïcité qui ne privilégiait aucun culte et garantissait à tous la neutralité de l'État. Pourtant, aujourd'hui, après les émeutes urbaines anti-juives qui s'inscrivent dans une longue liste de haine, ayant pour nom celui des victimes, Ilan Halimi, Arié, Gabriel, Jonathan Sandler, Myriam Monceau. Après Toulouse et le meurtre de militaires français par un Français, après la découverte de l'assassin de Bruxelles était lui aussi un Français djihadiste, après les foules haineuses défilant aux couleurs de l'islamisme radical et hurlant « mort aux Juifs », après l'engagement solidaire et clairement affiché d'élus de personnalités politiques françaises avec une cause qui appelle au meurtre des Juifs et à la solution finale d'Israël et à la destruction des démocraties, après l'antisionisme décomplexé et presque tendance aujourd'hui, étalé à longueur d'antenne et de reportage, après le péché de lâcheté qu'on nous a même affublés, après tout cela, oui, je crois que l'on peut comprendre que les Juifs n'aient plus de complexe à s'interroger sur l'avenir, sur leur avenir et sur celui de leurs enfants. La France qui est devenue pour la première fois, le premier pays d'immigration d'Europe. Après les plaques commémoratives de la Grande Guerre, après les plaques commémoratives de la déportation, nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais de voir inaugurer dans nos synagogues une troisième catégorie de plaques commémoratives, celle des victimes du djihadisme et du terrorisme. Nous ne l'accepterons jamais. Albert Einstein disait que les Juifs sont le baromètre moral des nations. S'ils sont persécutés, c'est la bonne santé des peuples et des sociétés qui est remise en question. Partout où nous avons vécu, nous avons contribué à faire prospérer la nation, parce que tel est notre impératif moral, tel est notre devoir religieux. Respecter les lois morales de notre tradition juive et les lois temporelles de notre pays. Notre tradition nous enseigne en effet que la vie est sacrée, qu'elle représente la valeur suprême qu'il faut toujours privilégier et partout défendre. Cet amour de la vie, érigé en loi, est notre richesse. C'est elle qui trace les limites de notre monde et de notre action. Mais si notre monde va mal, si les repères semblent perdus, il nous appartient toujours de tenter de les rétablir. C'est pourquoi si le baromètre aussi, si le baromètre vacille dangereusement aujourd'hui pour les Juifs, c'est qu'un nouveau fléau est en train de s'abattre sur le monde libre. Hier, le fléau avait pour nom le nazisme et la solution finale pour les Juifs. Aujourd'hui, ce fléau s'appelle l'islamisme radical ou le djihadisme. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il vise toujours la solution finale de l'État juif et la mort des démocraties. Avec la coalition du monde libre, la France s'engage aujourd'hui contre l'État islamique qui professe l'idéal d'un monde sans juifs, sans chrétiens, sans yézidis, sans modérés, où la réalité quotidienne consiste à décapiter des journalistes, enlever des enfants, les assassiner, piller, massacrer des civils par milliers. Cette coalition internationale est justice et espoir d'un monde meilleur. Il ne peut y avoir de poids et de mesure. Il ne peut y avoir de vraie solidarité si les liens de l'alliance entre les pays libres ligotent Israël et l'abandonnent aux barbares. Israël a non seulement le droit et le devoir de vivre, mais le monde libre a l'obligation morale de le protéger et de l'aider dans sa lutte pour son existence. Sans juifs, sans État juif, quelle liberté existerait en ce monde? Quel sens aurait l'égalité et la fraternité? En France, Monsieur le Premier ministre, quel poids aurait la devise républicaine si les Juifs,
qui ont tant fait confiance, perdaient un jour confiance en la France et quittaient massivement la patrie du royaume. Quel sens aurait ce nouvel exode d'Europe? Depuis cet été, et ces hordes sauvages qui, aux portes de nos synagogues, nous ont conspués et désignés comme les ennemis publics numéro un, les Juifs s'interrogent. La France et l'Europe sont-elles vraiment dupes? Brise-t-on le baromètre pour éviter la tempête? La France a fait avec lucidité le constat du virus antisémite, qui la ronge et qui risque de voir revenir bientôt de Syrie des centaines de Français djihadistes, partis combattre l'Occident et dont la seule raison d'être, à leur retour, sera de faire exploser l'équilibre fragile, mais non précaire, de la démocratie et du vivre ensemble. Va-t-on, pour les combattre, continuer de radicaliser la laïcité et entraver la liberté religieuse? Nous sommes les seuls à pâtir vraiment des limitations. Monsieur le Premier ministre, quels sont les moyens et le nouveau plan d'action coordonné du gouvernement pour mettre en œuvre cette lutte nationale contre l'antisémitisme qui va de la sécurité des citoyens juifs aux causes qui génèrent cette gangrène de l'esprit? Telle est la question que ne cessent de me poser partout les juifs et les responsables communautaires que je rencontre qui sont ici réunis. Protéger les juifs est une chose fondamentale, nécessaire comme pour toute personne, groupe, association, culte ou ethnie, sur qui pèse une menace connue ou identifiée. Le président de la République et le gouvernement viennent de prendre en conscience des mesures importantes et courageuses. Mais si les racines de l'antisémitisme ne sont pas isolées et traitées, le danger restera toujours latent, prêt à ressurgir contre les Juifs et contre Israël, avant de remettre en cause la démocratie elle-même dans ses fondements. Ne soyons pas nuls. Attaquer les Juifs et l'État juif, avec des mots ou avec des armes, c'est vouloir saper les démocraties démocratiques de notre pays, tester sa capacité de résistance et son degré de vitalité. Laisser dire, c'est presque déjà laisser faire. Notre société tout entière, tous les relais d'opinion, des artistes aux médias, des intellectuels aux hommes politiques, des éducateurs aux responsables, tous nous portons la responsabilité de faire de notre pays un lieu de solidarité et de vivre ensemble, un espace de vie en commun, autrement dit, une véritable communauté nationale. Combattre l'antisémitisme n'est pas l'enjeu d'un conflit de civilisation, c'est une lutte sans merci de la civilisation contre la barbarie. En Orient, le sort des Juifs a été scellé. Ils sont partis. L'Orient, qui ne les a pas retenus, voit désormais se régler le sort terrible des chrétiens d'Orient. Est-ce ce que nous voulons pour l'Occident? Un sort similaire? Le mal ne progresse que par l'inaction des gens de bien. À nous tous, à vous tous, aux justes d'aujourd'hui, aux résistants d'aujourd'hui, de remplacer les justes et les résistants d'hier et de refuser la terreur djihadiste. Dans l'adversité où se trouve aujourd'hui le peuple juif, en Europe, en Israël, il nous est pourtant accordé d'avoir deux belles consolations. La première est d'avoir une jeunesse juive formidable. Et je rends hommage ici à nos jeunes d'avoir pour seul but de réussir à la fois leurs études et une vie pleinement juive et citoyenne. Je rends hommage à notre jeunesse qui, depuis 15 ans, il faut le savoir, sont dans la retenue et dans la dignité face aux provocations quotidiennes de toutes sortes. Et c'est un exploit digne de notre tradition. Les consolations est d'avoir des amis. Des amis, les juifs en ont toujours eu peu. Et pour cause, le courage et la justice sont des qualités bien rares. En temps de paix, toujours relative et fragile, ceux qui se donnent la mission d'engloutir la société humaine et de défendre les juifs, les ministres, les élus, qui prennent le temps d'écouter nos besoins,
d'écarter de nous les périls, ceux qui font preuve d'un immense mérite nécessaire pour nous redonner l'espoir. Ce soir, à nos côtés, mesdames et messieurs, nous pouvons compter parmi nos amis un Premier ministre, courageux et déterminé, qui n'a pas hésité à prendre une décision difficile, notamment en janvier, contre ceux de l'antisémitisme. À la veille de Rosh Hashanah, je veux en votre nom à tous, sincèrement et chaleureusement vous remercier. Son exemple, votre implication, vous êtes suivi à tous les niveaux de l'État et de notre société, jusqu'aux communautés locales où nous vivons parfois si isolés. Car quel que soit notre nom, rien ni personne ne nous empêchera d'être ce que nous sommes, de manger cachère, de vivre une vie juive authentique et ouverte sur le monde, juif et fier de l'être, France. Personne n'entamera notre capacité d'espérer et de croire en l'avenir. Le 24 septembre prochain, nous allons célébrer l'année 5775, le calendrier, à tous nos concitoyens, à tous les élus, à toutes les personnalités présentes et pas présentes, à toutes celles et ceux qui font notre pays, à nos frères en Israël. J'adresse mes meilleurs vœux pour l'année à venir. Je souhaite qu'elle soit pour chacun aussi douce que le miel qui nous sera remis à la sortie de la synagogue. C'est notre caution. Qu'elle soit faite de bonheur partagé, d'enthousiasme commun dans un monde en paix. Les Juifs sont un tout petit peuple, mais ils savent faire de grandes choses, avec seulement 2 tables de la loi, 3 patriarches, 4 patriarches, et même avec un morceau de désert en terre sainte. Si un jour nous devions être moins nombreux en France, je sais que nous saurons faire beaucoup, et toujours dans le sens du bien et de l'intérêt commun. Shalom. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Éducation de l'État d'Israël, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Monsieur le Président de la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Consistoire central, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le grand rabbin de Paris, enfin, si j'ai bien compris, chers frères et chères sœurs, qui permet de dire les choses plus rapidement. Dans une semaine, vous l'avez dit, tous les Juifs de France, tous les Juifs dans le monde se retrouveront pour fêter une nouvelle année. C'est un moment important pour la communauté juive. C'est aussi, et peut-être avant tout, un rendez-vous que chaque Juif a avec lui. Et les premiers mots que je veux vous adresser ce soir, dans cette grande et belle synagogue, et à travers vous, à l'ensemble de la communauté juive de France, c'est un chaleureux et républicain Shana Tova. Que cette année 1775 soit pour chacun d'entre vous, puisqu'il me revient de vous adresser ses vœux, pour vos proches, une année de réussite, de prospérité, de cohésion et de paix. Ces vœux, je tiens au fond également à les formuler pour notre pays. Ce pays auquel les Français juifs, les Juifs de France, sont si charnellement attachés. Ce pays dans lequel le judaïsme a des racines profondes que rien ni
personne ne peut contester. Être juif, être français et juif, ce sont des identités indissociables. Elles font que sur des frontons de nos synagogues, à côté des tables de la loi, on peut trouver la devise de la République. Monsieur le Président du Consistoire, cher Joël Merdy, vous m'avez proposé cet été de venir m'exprimer ici, dans ce lieu où bat le cœur de la communauté juive de France. Et vous m'avez fait un grand honneur. C'est aussi, surtout après vous avoir écouté les uns et les autres, je le ressens pleinement, intimement, une très grande responsabilité, la confiance. Quand elle est à ce niveau-là, on ressent précisément, oui, la responsabilité face aux événements. Car quand des Français juifs quittent la France, car ils ont peur, et parce qu'ils ont peur, c'est un signal inquiétant que la France doit entendre. À chaque fois que je me suis adressé à vous, d'une manière ou d'une autre, comme ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, je ressens au fur et à mesure des interventions la même gravité. Je l'ai ressenti avec une émotion plus personnelle à l'occasion des cérémonies du Veldiv au mois de juillet dernier. Et en même temps, je me dis que cette confiance, elle nous place les uns et les autres à un très haut niveau de responsabilité dans les événements, les mots, les actes font écho à votre inquiétude profonde. Bien sûr, en étant parmi vous, je veux vous adresser le message de la République. Il est fait, n'en doutez pas un seul instant, de détermination, de fermeté, d'intransigeance envers ceux qui veulent s'en prendre aux Juifs de France, à l'égard de ceux qui s'en prennent aux Juifs de France. Ce qui est nié dans la haine du Juif, c'est l'homme, c'est la France et c'est la République. C'est la citoyenneté, c'est l'appartenance à une même communauté de valeurs, de destin, à une même nation, car nous appartenons tous à cette nation qu'est la France. La France est un pays de liberté, un pays d'émancipation des individus, et nul ne peut ou ne devrait y être inquiété pour ses opinions, ses croyances, ses origines. La France connaît, vous l'avez dit, dans sa chair, le prix de la haine, celle qui commence par des petits mots, se poursuit par de mauvais gestes, pour finir par des pires crimes. Je ne crois pas à cette vaine hiérarchie entre les paroles et les actes. Menacer, insulter, s'en prendre physiquement un juif, c'est de l'antisémitisme. Et la République le punit et doit le punir avec la plus grande sévérité. La République ne ferme pas les yeux. Elle voit la réalité en face. Elle la décrit même. Et je n'ai jamais nié cette réalité. Et elle doit agir. Je l'ai encore dit à la tribune de l'Assemblée nationale mardi dernier. Et vous pouvez compter sur l'engagement du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vous l'avez souligné. Et je veux saluer à nouveau sa décision, la seule qui s'imposait, que nous avons pris ensemble, avec détermination, avec le préfet Bernard Boucaud, que je veux saluer également. Nous avons pris la décision, il a pris la décision, d'interdire une manifestation qui avait pour but de casser, d'injurier, d'importer en France un conflit
qui déchire le Proche-Orient. Manifester est un droit fondamental, mais rien, jamais, ne peut justifier la violence. Nulle cause ne peut être entendue, ne peut être défendue hors du cadre républicain. Et la France, ce sont les mots du chef de l'État, vous savez, monsieur l'ambassadeur, n'a qu'un seul camp depuis toujours, celui de la paix. Une paix juste qui assure la sécurité pour les Israéliens dans le cadre de frontières reconnues et qui donne un État aux Palestiniens. Mais des débordements inacceptables, nous en avons eu cet été, à Paris et à Sarcelles. À Sarcelles, il y a 2 ans, presque jour pour jour, c'était un 19 septembre, un attentat était commis. Heureusement, sans victime. Mais c'était la révélation pour nos concitoyens du danger que nous affrontons aujourd'hui, encore plus important, face à ces réseaux qui, s'inspirant de la haine déversée sur Internet, voulant faire l'apprentissage de la terreur ou de l'horreur en Syrie ou en Irak, veulent ensuite se retourner contre leur propre pays. Et à Sarcelles, cet été, on s'est attaqué de nouveau à la même épicerie, au même commerce qui avait subi cet attentat. C'était un symbole que personne ne pouvait ignorer. Et ces débordements inacceptables, nous en avons vu en janvier dernier, quand des individus dans les rues de Paris ont ravivé des plaies avec des slogans de femmes. À Paris, on a crié « mort aux Juifs ». La France tout entière, en tout cas je l'espère, a ressenti un profond malaise, une tristesse, un dégoût. Mais attention aussi à une forme d'indifférence. Comme si ces événements, ces actes, ces mots faisaient partie, au fond, du débat public. Comme, au fond, pour certains, cela commençait à en faire trop. On en parle beaucoup trop. Non, il faut toujours en parler, pour agir et pour combattre. Il y a eu un débat sur l'interdiction, sur la décision que nous avons prise, sur l'ensemble de l'échiquier politique d'ailleurs. Je ne le comprends pas, ce débat. Comment peut-on accepter, dans ce pays, de contester une décision légitime en droit qui vise à dire non, en France, on ne peut pas s'attaquer aux Juifs de France, à des commerces et à des synagogues. Qui peut, au nom du droit, contester cette décision qui s'imposait et qui faisait honneur à la France et à la République? Nous revenons sur l'année écoulée. Je me suis parfois senti un peu seul, pas au sein du gouvernement, encore moins à la tête de l'État, quand il a fallu faire taire un soi-disant humoriste qui déverse sa haine sur Internet. Le débat sur mais tout mot est possible, mais l'humour peut s'attaquer à tous les sujets. Il n'y a ni humour, ni droit à la démocratie, ça n'est pas le sujet. L'antisémitisme, la haine des Juifs, le racisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Dans une société fracturée comme la nôtre, quelle est la solution, la réponse, si ce n'est d'affirmer les valeurs de la République et la force de la loi et du droit? Et comme vous, le mot est faible,
j'ai de la peine quand on s'en prend ainsi à la France, à ses valeurs. Et donc notre détermination doit être plus grande encore. Chaque jour, c'est vrai, les policiers, les gendarmes se mobilisent pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, des actes anti-musulmans, des actes anti-chrétiens dans notre pays, pour lutter mais aussi transmettre à l'autorité judiciaire tous les faits, tous les actes. Et cependant, tout n'est pas forcément porté à la connaissance des forces de l'ordre. On peut le comprendre. Ce n'est jamais facile de dénoncer des violences quand on est victime. Et pour s'assurer que rien, aucune parole, aucun geste ne reste impuni, les préfets ont désormais la consigne de porter systématiquement plainte au nom de l'État lorsqu'ils ont connaissance des actes. Ces actes, nous les voyons dans la froideur de la vérité statistique. 91% d'augmentation de la violence antisémite en Inde. Cette réalité est implacable. Nous devons y faire face. Elle montre le niveau de responsabilité et l'engagement qui doivent être les nôtres. Et nous devons en comprendre, vous l'avez dit, monsieur le grand rabbin, les ressorts pour les attaquer à la racine. Bien sûr, il y a la crise économique et sociale qui ravit toujours. C'est une dure leçon de l'histoire. L'intolérance, le rejet de l'autre, nous le voyons partout en Europe. Mais il y a un mal plus perfide, un mal qui remonte bien sûr de la profondeur des siècles, cette détestation millénaire des Juifs. Et puis, il y a des forces souterraines, des réseaux, notamment sur Internet, pas seulement, qui puisent sur la désespérance, les fractures dans un certain nombre de nos quartiers populaires. C'est ce que j'ai appelé très vite, il y a quelques années, ce nouvel antisémitisme, qu'il ne faut pas nier, qu'il faut regarder en face et qu'il faut combattre. Sur fond de négation de l'État d'Israël, sur fond d'un antisionisme, il propage tout simplement l'antisémitisme et la haine du juif. Nier l'existence de l'État d'Israël, ou se dire antisioniste, tout en voulant échapper à l'accusation de l'antisémitisme, n'est pas possible. Critiquer le gouvernement d'Israël, les Israéliens le font eux-mêmes. La communauté internationale peut porter le jugement, bien évidemment. Ça concerne d'ailleurs tous les États. Mais nier l'existence d'Israël, mettre en cause son avenir et sa sécurité. Aujourd'hui, nous le savons, c'est le premier pas vers l'antisémitisme. Et en combattant la haine des Juifs, on pousse ainsi certains à passer à l'acte, à prendre des armes. Le 24 mai dernier, un terroriste, un Français, abattait 4 personnes à Bruxelles, au musée juif de Belgique. Et j'ai ce soir une pensée pour les victimes, pour notre compatriote Dominique Sabrier, pour Alexandre Strins, de nationalité belge, et pour Emmanuel et Myriam Limba, monsieur le ministre. Cet attentat au cœur de l'Europe a révélé une fois de plus l'ampleur de la menace globale qui pèse sur nos sociétés. Une menace la plus violente qui soit, contre laquelle la France, bien sûr, avec ses alliés, est pleinement mobilisée. Ce n'est pas un combat de l'Orient contre l'Occident. C'est un combat pour nos valeurs, les valeurs de l'être humain, des valeurs universelles. En Irak, en Syrie, les premières victimes de ce terrorisme, ce sont les musulmans. Les victimes de cette barbarie, ce sont les chrétiens d'Orient à qui nous portons assistance. Les victimes de cette terreur, ce sont d'autres communautés. Ce sont tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas accepter que l'on impose une pensée totalitaire,
qui nie l'être humain, qui nie la femme, qui nie toute personne qui pense autrement. Et c'est pour cela que nous nous donnons les moyens d'agir hors de nos frontières. Hors de nos frontières. Vous avez entendu le président de la République cet après-midi, comme sur le sol national. Je veux saluer l'adoption ce matin même à l'Assemblée nationale du projet de loi de lutte contre le terrorisme qui a été engagé par le ministre de l'Intérieur dans un large esprit de consensus. Il ne peut pas y avoir sur ces sujets de polémique ou de division. La lutte contre le terrorisme, le djihad réclame l'unité nationale. Et je veux saluer ici tous ceux qui tous les engagent. Et je veux aussi saluer, parce qu'elles sont importantes pour notre pays et pour le monde, les prises de position républicaines des musulmans de France, par la voix de leur représentant, le recteur Daly Boubaker. Ici même, dans cette synagogue, je veux reprendre les mots qui étaient les miens à l'Assemblée nationale. La France compte la plus vieille et la plus importante communauté juive d'Europe. Elle compte aujourd'hui, sans doute, parmi les pays d'Europe, la plus importante communauté musulmane. L'islam est la deuxième religion de France. Il y a donc un enjeu majeur pour l'Europe et pour la France, dans une résonance avec le monde, qui doit faire la démonstration que l'islam en France est bien sûr compatible avec la démocratie, les valeurs de la République, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'existence avec les autres religions, la possibilité dans un pays de croire ou de ne pas croire. C'est un défi majeur. Quand on est chef de gouvernement, on est confronté bien sûr à tous les problèmes économiques, sociaux, à la vie quotidienne des Français. Mais je vous le dis du fond du cœur ici à cette tribune, oublions même quelques instants mes fonctions, parce que je le vis depuis 2 ans, comme le ressent aujourd'hui Bernard Cazeneuve et comme nous le ressentons avec le président de la République. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Un danger sans doute majeur. Nous connaissons, nous Français, la France, le péril le plus important depuis très longtemps. Qu'1 millier de Français ou de résidents en France soient tentés par le djihad. 350 qui sont sans doute en train de combattre, d'autres en sont revenus, d'autres veulent y aller. 35 ou 36 qui sont morts. Des mineurs sont endoctrinés pour y aller. Tous les jours, les services de police arrêtent, interpellent, empêchent des jeunes, des individus de s'y rendre. Jamais nous n'avons été confrontés à un tel danger depuis si longtemps. Des Français qui se formeraient à la terreur pour nous frapper ensuite. Et donc cela nécessite une mobilisation, bien sûr, des moyens de l'État, mais de tous. Et l'enjeu pour notre société, c'est le rassemblement, c'est la coexistence entre tous les Français, entre ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Et l'enjeu fondamental, parce que c'est au fond le rôle et le message de la France, c'est de faire la démonstration que les Juifs de France et les musulmans de France, comme l'ont montré un certain nombre d'imams courageux, je salue Marek Alter qui a été souvent au cœur de ces initiatives, comme ils l'ont fait avec courage, malgré les insultes, malgré les menaces, ils ont montré le chemin. Et moi j'étais très heureux de pouvoir aller comme ministre de l'Intérieur à la mosquée de Drancy pour dire voilà le chemin. C'est le message de paix, c'est le message de la réconciliation. Mesdames et messieurs, le gouvernement veille à ce que votre sécurité soit partout et tout le temps assurée. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance sera à nouveau mobilisé en 2015. Il permettra de financer les travaux de sécurisation de vos bâtiments, vos écoles, vos lieux de culte. À nous, tous ensemble, services publics, responsables communautaires, de faire qu'aucun retard ne soit pris et qu'aucun blocage ne vienne compromettre ces démarches. Beaucoup d'autres initiatives existent, encore faut-il les faire connaître.
beaucoup de militants s'investissent. Encore faut-il qu'ils soient encouragés et reconnus. Un plan national d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie existe. Force est de constater, nous allons faire le constat, que sa mise en œuvre n'est pas à la hauteur des enjeux. Et j'en prends ce soir l'engagement avec les ministres de mon gouvernement. Ce qu'il faut, c'est remettre à plat ce plan d'action. Nous y travaillons. C'est lui donner de l'ambition et de la visibilité à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Oui, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie doit mobiliser la nation tout entière. C'est une cause qui engage la République, son administration, mais ça ne suffira pas. Je ne vais pas vous donner ici les éléments d'un plan. Vous dire qu'on peut changer un préfet, un délégué interministériel, qu'on va transformer cette délégation en commissariat. Tout cela est possible, tout cela nous allons le faire. Mais c'est une mobilisation citoyenne. Chaque citoyen, chaque Français doit se dire que malgré ces difficultés, malgré la crise, malgré la situation économique et sociale, il y a des valeurs qui nous dépassent et qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé ces derniers mois. Il faut accepter ce mal à la racine. Oui, c'est une cause nationale. Oui, c'est une grande cause nationale. Et si, dans l'action, dans l'engagement politique de beaucoup d'entre vous qui êtes ici, parlementaires élus, mais ça vaut pour chaque citoyen, pour les responsables de la communauté qui sont ici présents, s'il y a quelque chose qui vaut l'engagement, face au scepticisme, à la crise de confiance, au fait que nos citoyens ne croient plus dans l'action publique, mais s'il y a une cause, c'est bien celle-ci, lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, parce que ça n'est pas la France. Et quand on est français et quand on aime ce pays, on se bat pour ces causes, on sort dans la rue, on manifeste, on dit. Il a soutenu, vous l'avez rappelé, cher Joël Merdy, les projets d'avenir que le consistoire engagé. Et c'est aussi de l'avenir dont je suis venu vous parler. Cet avenir, il est ici, à Paris, avec beaucoup de projets de centre européen, en région, dans toutes les communautés que vous animez, dans la richesse, la diversité, le dynamisme du judaïsme français. Monsieur le grand rabbin, vous prenez vos fonctions avec un grand défi devant vous, redonner de la sérénité aux Juifs de France, une sérénité à laquelle ils ont droit, comme tous les citoyens. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis ce soir, avec toujours la même émotion, toujours la même envie, la même sincérité. Sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. La République se tient à volonté parce qu'elle garantit la liberté d'exercice du culte. La laïcité, ce n'est pas empêcher les fidèles d'accomplir leur rite, de se conformer à leur tradition. La laïcité, c'est pas simplement le sacré du profane. Elle part de cette promesse originelle de la République. Vouloir vivre ensemble et définir les règles qui le permettent. Je pense que Bernard Cazeneuve éprouve au fond le même sentiment que moi et je poursuis toujours ces rendez-vous. Il n'y a qu'en France qu'un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, un parlementaire peut, en quelques semaines, présider au jubilé de Notre-Dame, se rendre dans une mosquée pour une rupture de jeûne, se retrouver ici parmi vous dans une synagogue. C'est cela la France, c'est sa grandeur, cette capacité à rassembler et à respecter chaque citoyen. C'est notre force, rentrer dans une mosquée et enlever ses chaussures, respecter le rite dans une église, dans un rassemblement protestant, et porter ici une kippa. Je sais, après cette cérémonie, circuleront sur les réseaux sociaux avec la même haine et les mêmes mots la photo du Premier ministre de la France avec le kippa dans une synagogue. Par cette prise de position, parce que sa femme est juive. Eh bien moi je suis fier
circule cette photo et je leur dirai à tous ceux qui prônent cette haine que c'est ça la France, c'est ça le Premier ministre de ce pays, qui leur dit clairement que la laïcité dans n'importe quel endroit et d'affirmer les mêmes valeurs. C'est notre force, car nous ne devons pas nous cacher, car quand on commence à se cacher, à avoir peur de ses convictions et de les affirmer, c'est la première défaite et c'est donné à ce moment-là une victoire. Et au moment où trop souvent on pointe nos faiblesses, où le pessimisme et le déclinisme semblent de mode, il est bon de rappeler, oui, vous aviez raison, de rappeler nos forces. Au moment où les doutes peuvent pousser certains d'entre vous, certaines d'entre vous, à chercher un autre avenir ailleurs, je dis que la France est capable du meilleur. Dans ces moments difficiles et dans les fonctions qui sont les miennes, je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour mon pays. La France est un grand pays qui compte dans le monde. Quel pays aujourd'hui en Europe, quel pays en Europe est capable, citez-moi-en deux, est capable d'être présent en Afrique, au Sahel, pour combattre le terrorisme, pour avoir empêché un pays de tomber dans les mains d'un groupe terroriste. Quel autre pays peut-il affirmer aujourd'hui qu'il est aux côtés des chrétiens d'Orient, des minorités, des Irakiens? Quel autre pays en Europe peut-il assurer cet engagement? C'est ça la France, une grande puissance politique, diplomatique, militaire, qui compte, parce que l'histoire lui a donné ce destin, parce que la France est membre du Conseil, est membre permanent du Conseil de sécurité, parce que la voix de la France, sa langue, sa culture, ses valeurs comptent toujours dans le monde, parce que, et je voudrais le dire à nos compatriotes, on nous attend dans le monde. On porte parfois un regard plus optimiste, plus positif sur ce que nous sommes, plus positif que celui que portent nos propres compatriotes sur leur propre pays. Mais c'est cette responsabilité qui nous échoit. Redonner de l'espoir. La France est un grand pays que les Juifs de France ont contribué à bâtir. Et le Français vit, comme à tous les Français, à sa jeunesse plurielle, multiple, de toutes les couleurs, qu'on s'appelle Moshe, François, Mohamed. C'est ça la France, pouvoir porter un nom différent, être fier de ses origines, être fier des origines de ses parents, être fier d'une religion, être fier d'une langue et se dire que ce qui nous réunit est beaucoup plus important, beaucoup plus fort, c'est-à-dire les valeurs de la République. Et donc c'est aux Français juifs, à vous, comme à tous les Français, de continuer de bâtir notre avenir, de le faire en faisant face avec lucidité aux difficultés, mais en gardant l'optimisme et la fierté. Et cet optimisme et cette fierté, je n'en doute pas un seul instant, vous l'incarnez. Shana Tova, bonne année à vous tous et à vous tous.